Bonjour, bienvenue à ce troisième balado concernant le stress. Je vais vous préciser dans quelques instants quel aspect du stress on va aborder aujourd'hui. C'est en lien avec la Journée Belle Cause pour la cause, 15e édition cette année. Peut-être que vous vous dites troisième, j'ai rien vu des deux précédentes, alors trouvez les deux premières capsules qui s'écoutent dans l'ordre ou dans le désordre, abordant le stress de manière générale, et le deuxième, l'impact du stress sur la performance, la concentration et la mémoire. Et c'est pas moi qui vous explique tout ça, c'est notre spécialiste Sonia Lupien. Allô, Sonia? Salut. Rebonjour, et je te représente à nouveau. Donc, tu es la titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le stress humain. Tu détiens ton doctorat en neurosciences de l'Université de Montréal et tu es aussi fondatrice et directrice du Centre d'études sur le stress humain. C'est ce que j'appelle dominer son sujet. Tous les sujets m'ont beaucoup interpellé jusqu'à maintenant, mais celui d'aujourd'hui me parle et me touche plus directement encore, si ça se peut, parce que je suis papa de jumeaux de 14 ans et on va parler du stress chez les adolescents. On a l'impression que, ou certains vont dire que les ados sont plus stressés que les adultes. Je ne sais pas si ça se répond par un oui ou par un non, mais c'est vrai, ça? En fait, il n'y a aucune étude qui a démontré ça, mais leur réponse de stress est différente. Puis là, je pense qu'il y a des parents qui ne seront pas étonnés. Je vous donne un exemple. Je t'amène dans mon labo et là, je mesure tes hormones de stress, puis là, ça va être bas. Puis là, je vais t'exposer à un stresseur. Wouh! Tes hormones de stress vont augmenter. Puis après ça, je vais arrêter de te stresser, puis il va y avoir ce qu'on appelle la période de récupération. Puis là, tes hormones de stress vont retomber au niveau de base, puis je vais te laisser partir. OK? Si j'amène un ado, je vais le stresser. Il va arriver, ses niveaux de stress, d'hormones de stress vont être basses. Quand je vais le stresser, sa réponse de stress va être retardée dans le temps. Les parents, vous le savez. C'est-à-dire, on les stresse, puis ils nous regardent. Tu dis 3, 2. Ah, ça et vient donc, d'embarquer. ça va être beaucoup plus long avant de le système de s'allumer. Mais une fois que le système est allumé, c'est beaucoup plus long à récupérer. Ah ouais. Et donc, c'est long à récupérer une réponse de stress chez un ado, peut-être parce qu'il y a de la rumination qui s'installe, ils ne savent pas trop comment négocier ça, etc. Parce que quand on rumine, on garde la réponse de stress active. On ne sait pas trop encore la cause. Donc, c'est très différent comme réponse. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que, et encore une fois, tu me corriges si je suis dans le champ, est-ce que c'est parce que leur cerveau n'est pas complètement formé qu'ils sont plus vulnérables au stress? Ça, on l'a beaucoup étudié. Puis là, je ne vais pas faire paniquer aucun parent parce que là, je vais vous parler d'adversité précoce. C'est autre chose que du stress. Là. Quand on étudie les effets de l'adversité précoce sur le développement du cerveau de l'enfant, c'est des enfants qui ont de l'abus sexuel, de l'abus physique. Là, on est ailleurs. Là. Mais ce qu'on sait, c'est que le cerveau de l'enfant n'est pas complètement développé à la naissance, pas du tout. Et il va se développer. Il y a 3 régions du cerveau qui sont impliquées dans la réponse du stress. L'hippocampe, qui est impliqué dans la mémoire. L'amygdale, pas ceux-là, on en a dans le cerveau, qui est impliqué dans la détection des dangers. Et le gros lobe frontal qui s'occupe de tous les comportements d'inhibition. Puis bon. Et ils vont se développer... Le lobe frontal finit de se développer à 29 ans. Oh. Alors, comme je dis toujours, un jour, ils vont vider le lave-vaisselle. Je vous le dis, avant 28, 29, ils vont le faire pour 29 ans? Je pensais que c'était début vingtaine. Non. Ben, au début, on pensait, puis le gars qui travaille là-dessus n'arrête pas d'augmenter les âges parce qu'il voit que... Donc, bref... Autant chez les gars que chez les filles? Oui. Les filles, ça se développe plus vite. Oui, plutôt. Hein. Laisser faire. Mais tout ça pour dire que ce qu'on a montré, c'est que les gens, les enfants, qui grandissent dans des conditions très, très, très stressantes, ce qu'on appelle l'adversité précoce, ça va modifier la trajectoire développementale de leur cerveau. Donc, il va se développer de façon complètement différente, ce qui pourrait les rendre plus vulnérables à développer des troubles mentaux plus tard à l'âge adulte. C'est ce qu'on sait à ce jour. Mais là, on est dans du gros stress. On est dans de l'adversité précoce. Je comprends. Évidemment, les ados, c'est les études, c'est les réseaux sociaux, c'est les relations sociales. Ils sont, on dirait, constamment sous pression. Ouais. Comment ces différents éléments-là, ces différents facteurs-là vont influencer leur niveau de stress et leur réponse au stress? C'est bien intéressant, les ados. Pour parler de ça, il faut que je revienne à la capsule numéro 1 où je te parlais des 4 caractéristiques d'une réponse de stress. Le fameux ciné. Oui, pour qu'on génère une réponse de stress, il faut que la situation soit nouvelle, imprévisible, tu aies l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation, puis ça soit menaçant pour ta personnalité. On s'entend que l'adolescence, il y a beaucoup de menaces à la personnalité. C'est là que les hiérarchies sociales vont commencer à s'installer. C'est pas le fun d'être ado, c'est de la cause tough, job. Ça a l'air tellement tough. C'est dur, là. Et donc, avec les rejets sociaux, etc. Donc, bien sûr que on a un petit cerveau, pas encore complètement développé, qui essaye de se promener dans les dédales de toutes ces menaces à l'ego-là. Puis là, on y parle plus dans le cours d'école, puis etc., etc. Donc ça, bien sûr, c'est déjà tout un premier pan qu'on voit très bien. Mais il y a 2 autres pans qui sont très, très, très intéressants chez les ados. Et le gros buzzword actuellement en sciences de l'adolescent puis le stress, c'est ce qu'on appelle le stress autogénéré. Ah. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se rendre compte que
c'est bien, bien, bien populaire de parler de comment on est stressé, puis tellement stressé, puis là, je suis tellement stressé, puis là, mon Dieu, je suis stressé. Et donc, il y a une espèce ouais. On va auto-générer du stress. C'est comme trendy d'en C'est parler, comme trendy. non? Je ne sais pas comment le dire Aïe, autrement. aïe, Puis aïe. de plus en plus, on en parle dans les congrès scientifiques, etc. Pourquoi on le fait? Ben ça, il va falloir qu'on trouve ça. Là, c'est rendu le trauma qui est rendu trendy, etc. Donc, il y a des modes comme ça. Mais ce n'est pas des modes anodines, parce que si tu n'arrêtes pas de dire à ton cerveau que tu es stressé, Tu vas y induire ben, du il stress. va te croire. Ben oui. Parce que lui, sa job, c'est d'assurer ta survie. Fait qu'il dit, ben là, si tu me dis qu'il y a une menace, il va partir la machine. Je vais la gérer. Et donc, on risque d'avoir des effets pervers de tout ça. Là. Puis c'est ça qu'on essaie d'expliquer aux jeunes. Fais attention, parce que ton cerveau, lui, il part en vrai dès que tu lui dis qu'il y a une menace. La troisième chose chez les ados qu'on voit beaucoup, c'est le phénomène de co-rumination. Je te donne un exemple. Un jour, ma fille, quand elle avait, je sais pas, 16 ans, son chum l'avait quittée. Et là, elle me dit, Mom, je vais appeler une amie. Tu m'as dit que le soutien social, c'est important. Mais j'ai dit, oui, mon enfant. Mais j'ai dit, qui vas-tu appeler? Elle me dit, pourquoi c'est important? Mais c'est parce que si tu appelles ton ami X, par exemple, ben elle, tu as des bonnes chances à cause de sa personnalité que quand elle va arriver, elle va dire, mon Dieu, pendant 3 heures de temps, mon Dieu Seigneur, il t'a pas laissé. Oh mon Dieu. Et là, vous allez co-ruminer ensemble. Puis quand elle va partir, tu vas avoir encore plus mal au ventre qu'avant qu'elle arrive. Tandis que si tu appelles ta copine Y, elle s'en fout de tes histoires d'amour. Elle adore le théâtre. Elle va te parler. d'idée. Et donc, elle va te changer d'idée. Puis quand elle va partir, tu risques de te sentir mieux. Systématiquement, quand on leur donne le choix, ils vont choisir la personne qui les fait co-ruminer. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de volonté. Peut-être qu'on pense qu'il y a un apprentissage à gérer les émotions de cette façon-là, parce qu'en science, si on le fait, il y a une raison. On ne le fait pas nécessairement pour se faire du mal. Et donc, on est rendu là dans la science de l'adolescence, d'essayer de comprendre pourquoi on fait ces choix-là de façon presque systématique, mais qui nous coûte quand même quelque chose. Parce que plus on s'entoure de gens co-ruminants avec nous, plus ça va être long de se sortir de ce stress-là. Donc. J'ai une étudiante qui s'appelle Sandrine Charbonneau. On a fait une étude. On a regardé, on les a mesurés quand ils étaient en 6e année puis en secondaire 1. Les mêmes jeunes. OK? Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont changé de classe à chaque fois. En 6e, tu n'as pas la même classe qu'en secondaire 1. Et on a regardé en fonction du nombre de jeunes dans ta classe qui avaient beaucoup d'anxiété, si c'était plus anxieux. Donc, s'il n'y aurait pas un effet de contagion. Et on a montré que le même jeune, quand il est dans une classe avec beaucoup de gens anxieux qui parlent de leur anxiété, puis bon Dieu Seigneur, je suis énervé pour les examens, va être beaucoup plus anxieux que l'année d'après s'il est dans une classe où il n'y a pas beaucoup de personnes anxieuses. Donc, on a vraiment tous ces phénomènes-là qui sont très, très, très sociaux chez l'adolescent qui vont jouer. J'ai pas le choix de t'en parler, tu m'y amènes directement. Cette fameuse anxiété, qu'elle soit de performance, qu'elle soit celle plus anxiogène au sens symptomatique du terme. Je suis papa de jumeaux, dont un est anxieux, fait de l'anxiété. Est-ce que ça aussi, c'est une tendance et c'est quelque chose de trendy? Comment on fait comme parents et comme adultes entourant ces adolescents-là pour bien les accompagner puis trouver des mécanismes pour se sortir de ces stresseurs et de cette anxiété-là? Oui, là, je ne parlerai pas de ton enfant, je vais parler des jeunes en général. Il y a à peu près 5-6 ans, il y a des commissions scolaires qui sont venues me voir au centre de recherche dans mon labo, puis on dit, Madame Lupien, il faut faire de quoi? 67 % des jeunes sont anxieux. Il y a une épidémie d'anxiété dans les écoles secondaires. Il faut faire de quoi? Que pensez-vous de ce chiffre? Ben, j'ai dit, si le chiffre est bon, 67 %, la survie de l'espèce est en danger, parce que là, quand ça va arriver à l'adulte, ça va être laid. Alors, on a décidé d'aller faire l'étude avec une autre de mes étudiantes, Audrey-Anne Journeau. Et Audrey-Anne a travaillé énormément avec une grosse équipe. On est allé tester 3500 jeunes des écoles élémentaires et primaires pour mesurer de quel type d'anxiété on parle. Parce que là c'est bien beau, l'anxiété, c'est rendu le buzzword, là, mais il y a plein de sortes d'anxiété. De quoi on parle? On parle-tu d'anxiété généralisée comme dans mon hôpital psychiatrique? À ta minute, c'est next level, ça, là. Alors, je vais te donner différents types d'anxiété. Il y a de l'anxiété qu'on appelle normative. C'est normal d'être anxieux. On a le droit d'être anxieux. Alors, tu as ce qu'on appelle l'état anxieux. Si tu as un examen demain, c'est normal que tu sois anxieux. Tu as une augmentation de ta vigilance. C'est parfait, c'est ça que tu veux. Et quand ton examen va finir, ton état anxieux va s'arrêter. Fait que les jeunes soient anxieux avant un examen, c'est merveilleux, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. D'accord? Ensuite, tu as le trait anxieux. Le trait, c'est la personnalité anxieuse. Il y a des gens qui ont des personnalités anxieuses. On a le droit avoir une personnalité anxieuse. Pour la grande majorité des chercheurs, je ne sais pas si tu sais, mais l'anxiété n'est pas un désordre mental, c'est un vestige de la préhistoire. Pourquoi? Ben, revenons à c'est quoi un anxieux. C'est quoi un anxieux? C'est un super détecteur de menaces. T'es d'accord? Complètement d'accord avec toi. Ben, revenons au temps même du mammouth. Même qu'il y en anticipe qui n'existe peut-être même pas. Voilà. Ben, revenons au temps du mammouth. Qui tu pensais, toi? Qui tu penses que les chasseurs de mammouth mettaient le soir venu pour faire le guet des bêtes pendant qu'ils allaient faire de dos? Ils mettaient nos anxieux qui disaient non, on va dormir, on va te checker ton mammouth. Hey, ils étaient populaires, les anxieux, dans le temps du mammouth. Sauf que là, on est en 2025, il n'y a plus de mammouth, mais c'est un vestige. Et donc, on a encore nos anxieux, nos super détecteurs de menaces. Et comme je dis toujours, moi,
Tous ceux que j'engage dans mon labo, c'est des anxieux. C'est super efficace, un anxieux. Tu envoies un courriel, dring! Il revient en 1 seconde. Essaye d'envoyer un courriel à un chercheur de sensations fortes. Ça va pas revenir vite, vite. Tu vois-tu comment ça va changer? Ouais. Donc, comme je le dis, il faut donner le droit aux gens d'avoir des personnalités anxieuses. Et ce qu'on voit, c'est ça beaucoup dans les écoles. Puis ensuite, tu as le désordre anxieux qui, lui, bon, là, c'est next level. Et tu as un autre type d'anxiété normative aussi qu'on appelle la sensibilité à l'anxiété. La sensibilité à l'anxiété, c'est la peur d'être stressé. Je t'explique. Quand tu es stressé, ton corps t'envoie plein d'informations que tu es stressé. Ton cœur bat, tu as chaud. Bien, il y a des gens que quand le cerveau reçoit ces messages-là, ils capotent. Ils sont sûrs qu'ils vont mourir, font une attaque de panique. Je reviens à l'étude d'Audrey-Anne. On rentre dans les écoles, on teste 3500 jeunes. Le type d'anxiété dont on parle, c'est de la sensibilité à l'anxiété. Les jeunes sont terrorisés par le stress et je vous invite à réécouter la capsule numéro 1 où je parle de pourquoi, mais parce que depuis qu'ils sont nés, ces petits cocos-là, puis qu'ils vont sur les réseaux sociaux, on n'arrête pas de leur dire que le stress, c'est négatif, toxique, puis ça va les tuer. Puis ensuite, on s'étonne que quand ils ont une réponse normale, tu es anxieux, de stress avant un examen, bien, c'est sûr. Ils se disent qu'ils vont mourir. Je les comprends. Ben oui, c'est ce Et qu'on donc, leur a répété. Ben oui. Et donc, on a commencé avec le labo maintenant. J'ai dit non. On rentre dans les écoles maintenant, puis il y a des profs qui me disent Sonia, ça change complètement. On fait juste résumer les effets positifs aux jeunes. Puis on dit attends une minute, là, il y a une courbe en U à l'envers entre le stress et la performance. Tu as besoin d'un peu de stress. Et donc, ça va avoir vraiment un effet important. Puis pour les parents qui m'écoutent, avant un examen du ministère, Ben, si vous avez des j'allais cocos, justement dire, tu dis quoi à un on va te le dire ado tout de suite. ou aux parents Ouais. de l'ado pour bien accompagner son ado avant un examen qui fait Ouais. je tremble de partout, j'ai tout oublié. Quand je m'assois devant le questionnaire, j'oublie tout. Regarde bien. Il y a une courbe en U inversée entre le stress et la performance, OK? La façon dont tu vas interpréter la situation va déterminer si tu as les effets positifs ou négatifs. Si tu vois la situation comme étant un challenge, Mhm. tu vas produire juste assez d'hormones de stress pour augmenter ta performance. Si la même situation, tu l'aperçois comme un stress impossible à gérer, tu vas en produire tellement, tu vas avoir les effets négatifs. Donc, ce qu'on fait avec les jeunes, on dit, écoute bien, tu es bien plus capable que tu penses. Donc, avant un examen, fais juste te dire 3 fois, ceci n'est pas un stress, c'est un challenge. Ceci n'est pas un stress, c'est un challenge. Et là, le cerveau va faire et il va arrêter de produire toutes ces grosses hormones de stress-là. Puis, si tu me donnes 2 minutes, parce que je sais Hey, que les parents vont vouloir je suis tout cette oui. étude-là, la meilleure étude que j'ai jamais. Si ça ne vous convainc pas, il n'y a rien qui va vous convaincre. Elle a été faite par mon collègue Jeremy Jamieson aux États-Unis, l'étude la plus importante et intéressante que j'ai vue là-dessus pour prouver justement que la façon dont on interprète détermine si on est stressé ou pas. Parce que je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire, c'est la façon dont tu interprètes le stress comme étant positif ou négatif bien va sûr. déterminer si tu stresses ou pas. Ben, C'est fort. complètement. Alors, Jérémy prend des enfants de 10 ans et là, il va les stresser puis il va mesurer leur mémoire. Et il va séparer le groupe en 2. À un premier groupe, il va dire, bon, là, je vais te stresser, puis pour que tu reconnaisses c'est quoi le stress, c'est, tu sais, le nœud que tu as dans ton ventre, là, c'est ça. Puis là, il va les stresser puis mesurer leur mémoire. À l'autre groupe, il va dire, bon, là, je vais te stresser, puis pour que tu reconnaisses le stress, c'est, tu sais, les papillons que tu as dans ton ventre, là, c'est ça. Et là, OK. il va les stresser. Et les résultats, ils montrent que quand on dit aux jeunes que c'est un nœud, ils vont produire beaucoup d'hormones de stress, ça va diminuer leur mémoire. Et quand on leur dit c'est des papillons, ils font juste assez d'hormones de stress pour augmenter leur mémoire. Et donc, ça, c'est vraiment Wow. l'étude. Sur la base de tout ça, mon étudiante Audrey-Anne a fait des capsules. Si jamais vous avez besoin de ça pour vos petits cocos, elle fait des capsules, ça s'appelle Surf ton stress. Faites juste écrire Surf ton stress. Vous allez tomber sur ces capsules-là. Les profs les utilisent avant les examens, mais c'est pour vos cocos aussi. Et faites juste leur montrer ça. Et Audrey va essayer de les convaincre avec des données scientifiques qu'au lieu de te faire ramasser par la vague, tu es capable de surfer la vague. Et le même stresseur que tu allais penser qu'il allait te tuer va juste augmenter ta note, c'est sûr et Et ce qui certain. est extraordinaire, c'est que ça vaut pour les relations sociales, pour les réseaux sociaux et pour les fameux examens. Tous les stresseurs potentiels, si Et on ça les vaut aborde... pour les parents aussi. Oui, tu as tout à fait Sais-tu raison. pourquoi? Parce que ça, c'est important aussi. Le cerveau, il ne sait pas quel âge que tu as. Il s'en fout, là. Il est économe, lui, là. Ouais. là. Fait que tu aies 17 ans, 52 ou 72, c'est pareil pour lui. Fait que tout ce que j'ai dit dans ces capsules s'applique non seulement à vos enfants, mais à vous, à vos parents vieillissants et tout ça. Ben, Sonia, encore une fois, éminemment pertinent et éclairant. Merci beaucoup pour C'est moi qui vous tous remercie. ces entretiens. C'est ce qui complète donc cette séquence et cette série de 3 balados sur le stress, la gestion du stress. Je rappelle, dans l'ordre ou dans le désordre, il y avait le stress de manière générale. Le stress, c'est ses impacts sur la mémoire et la concentration, ainsi que la performance. Et maintenant, ce dont on vient de jaser, l'impact du stress chez nos adolescents. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent et éclairant comme moi. Alors, bien sûr, c'est dans le cadre des journées Belle Cause pour la cause. Continuons à parler
de santé mentale parce que c'est en parlant qu'on va amener le bien-être mental. Merci à vous autres d'avoir été là.